Mesdames et messieurs, c'est l'un des moments forts de cette 24e édition des Entrepreneuriales, le face-à-face entre Arnaud Montebourg et Pierre Ippolito. Et avant d'accueillir nos deux intervenants, un tonnerre d'applaudissements pour la rédactrice en chef de Tribune Côte d'Azur, Madame Isabelle Ozias. Une voix forte pour un modèle économique souverain et durable. Ancien ministre de l'économie, avocat de formation, député et président du département de Saône-et-Loire. Il s'illustre depuis des années comme défenseur d'une économie française souveraine. Mesdames et messieurs, Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg qui sera accompagné par Monsieur le Président de l'UPE 06, Mesdames et Messieurs, Pierre Ippolito. Merci à tous. Alors, nous allons parler entrepreneuriat, bien sûr, nous allons parler courage. C'est le thème de la journée. Nous allons parler souveraineté, nous allons parler Made in France en accueillant Monsieur Arnaud Montebourg avec son parcours hyper complet, même politique, mandats territoriaux, mandats nationaux, ministres, sur des sujets qui vont passionner notre public et qui vont faire réagir Pierre Ippolito. On va bien sûr parler beaucoup de Made in France et de réindustrialisation, la souveraineté, le Made in France, l'entrepreneuriat et la notion de courage par-dessus tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dresser comme tableau, comme état des lieux de l'écosystème français actuel et peut-être nous donner quelques pistes d'espérance pour pouvoir appliquer ce redressement productif que vous avez initié quand vous étiez ministre? Merci de votre invitation et je salue particulièrement le président du MEDEF des Alpes-Maritimes et l'ensemble des organisateurs pour cette amicale invitation. Bon, j'ai compris que j'étais élu dans la présentation qui a été faite. Je n'ai plus de mandat depuis 10 ans. On est là pour parler aussi de votre carrière d'entrepreneur. Je veux préciser, pour que nous soyons tous au clair, que je suis maintenant... j'ai créé une dizaine d'entreprises avec des équipes que nous développons dans l'industrie de l'agriculture, et la préoccupation de la souveraineté ne me paraît pas incompatible avec, un, la rentabilité, deux, la réussite et le succès dans un pays qui aujourd'hui se pose la question de sa capacité à produire pour ses propres besoins. La question de la souveraineté est devenue une espèce de mantra politique. Mais ce sont surtout des actes du quotidien pour de très nombreux citoyens. D'abord les consommateurs qui votent avec leur carte bleue, pas seulement leur carte électorale, ils votent chinois, ils votent allemand, ils votent français. C'est un choix. Et il est vrai que la prise de conscience commence à être assez forte. Je dis souvent, moi je ne suis pas un intégriste, un taliban, un ayatollah, pour employer des images fortes, du Made in France. Chacun fait avec ses propres moyens. Mais vous voyez bien que le niveau d'engagement du citoyen est devenu fort. La question de l'entrepreneuriat, du financier, du banquier, du distributeur, de tout ce qui forme la société économique, et plus largement des collectivités locales, de ceux qui pratiquent la commande publique, ça aussi, ce sont des éléments, des ingrédients de la construction d'une souveraineté. Alors moi, je suis très surpris que nous nous posions cette question. On parle du Made in France comme si c'était une lubie, une marotte minoritaire. En vérité, vous allez en Allemagne, au Japon, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, les entrepreneurs, l'économie est un sujet de patriotisme du quotidien. Nous en sommes à nous poser cette question, comment fait-on pour faire le Made in France? Mais on devrait l'avoir d'abord, de façon solidement constituée et être capable de le défendre. Donc aujourd'hui, c'est vrai, la France est la lanterne rouge de l'Union européenne. Nous sommes à 10% de PIB industriel, l'Allemagne est à 23%. Je vous donne les chiffres, c'est quand même pas brillant. L'Italie est à 19%, l'Espagne à 13, 14, 15%. Moi, ça dépend selon la police ou les organisateurs. Nous sommes entre 9 et 10. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en situation,
quand vous regardez le déficit de la balance commerciale. Je veux faire ici une petite incise. On parle souvent de déficit des finances publiques, mais ça, c'est la conséquence du déficit de la balance commerciale. C'est parce que nous achetons tout ce que nous consommons, en tout cas de plus en plus. 100 milliards il y a 2 ans, on doit être encore pas très loin, on va finir cette année. Que se passe-t-il? C'est que nous ne produisons presque plus rien de nos besoins. Donc je prends quelques exemples concrets. Nous avons 4000 médicaments sur lesquels nous sommes en rupture. Nous avons les grandes majors du médicament. Nous sommes les premiers consommateurs de médicaments en Europe, je crois même du monde, par habitant. Nous ne sommes pas fichus, d'importer chaque année 10 milliards de médicaments alcaloïdes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les médicaments qui servent à atténuer la douleur ou à endormir quand le patient subit des opérations chirurgicales. Nous n'avons jamais, alors on s'occupe du Doliprane, c'est très bien, on ferait bien aussi de s'occuper des 10 milliards que nous importons et qui, si jamais nous sommes en rupture, vous aurez des différés d'opérations chirurgicales. C'est arrivé pendant le Covid, on ne l'a jamais dit, mais en vérité, nous sommes en rupture ou dépendants excessivement du reste du monde. Et je peux prendre 50, 100 produits. J'en ai fait le recensement ou la recension sur le plan agricole avec mon entreprise. J'ai demandé à un think tank agricole, dites-moi quels sont les 10 produits les plus consommés par les Français. Alors, vous avez le saumon, 1,5 milliard de saumon, on importe par an, vous vous rendez compte? Alors qu'on a le premier trait de côte européen. Les pâtes alimentaires, nous importons 60 à 70% de nos pâtes alimentaires, alors que nous sommes le premier producteur de blé dur. Les chips, que nous importons de Belgique, les pâtes alimentaires d'Italie, alors que nous sommes le premier producteur de pommes de terre, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas occupé de construire des entreprises en rapport avec nos intérêts stratégiques, c'est-à-dire avec les besoins d'indépendance. Donc ça, c'est le chantier à ouvrir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, on dit, je veux vous donner un autre chiffre. Mis à part l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud, le revenu moyen par habitant a chuté en dessous de la moyenne européenne. Donc nous sommes en cours de roumanisation. Troisième chiffre, qui est un sujet très grave, c'est le taux d'emploi de la société en âge de travailler. 68% en France, 76% en Allemagne. Donc il n'y a pas assez d'activité et il n'y a pas assez de travail. Et quand vous traversez la France, sortez les autoroutes et vous le faites à vendre, à louer, à vendre, à louer. Les friches industrielles, les friches agricoles, nous avons 20% de la surface agricole utile aujourd'hui qui est non employée. Donc nous sommes en situation de dépendance. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas assez et donc c'est le deuxième déficit, nous l'empruntons. C'est le problème des déficits publics qui viennent faire le pansement sur la société française qui ne veut pas voir. Et comme l'euro est un anesthésiant formidable, il n'y a pas de rappel à l'ordre par des marchés monétaires ou financiers. Nous nous retrouvons en situation de pouvoir continuer à emprunter sans qu'il y ait quand même trop d'augmentation des taux d'intérêt. Donc ça, c'est le problème de la situation nationale qui est unique en Europe. Mais on voit que c'est un cercle vicieux qui va se mordre. Alors c'est ça le problème. Donc pour s'attaquer à ça, alors il y a des tas de gens, il y a un consensus maintenant entre économistes, tous les spécialistes, les syndicats professionnels, vous en faites partie, la Fabrique de l'industrie, tous les spécialistes, l'UIMM, tout le monde est d'accord, même les syndicats sont d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la balance commerciale et faire de la microéconomie. Parce que la macroéconomie, on l'a faite. Mais aujourd'hui, vous pouvez travailler vos déterminants de compétitivité. Aujourd'hui, ça ne suffit plus parce que l'industrie est trop petite. Et donc, pour la remonter, il va falloir monter des entreprises. Donc, ça repose sur qui? Sur la classe entrepreneuriale, c'est-à-dire sur tous ceux qui ont des ressources humaines, qui savent faire ça. Alors, il y a 20 000 PME en France qui ont des projets dans leur carton. Mais ils disent, oui, mais je n'ai pas de fonds propres, les banques ne me financent pas mes projets, je ne trouve pas à recruter. Enfin, vous connaissez ce que nous connaissons tous. Bon. Mais c'est pourtant de là que viendra le mouvement de reconstruction de l'économie. Alors, quel est l'objectif économique? Pour qu'on ait un petit peu... Parce que tout ça, c'est des slogans politiques qu'on entend, tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, je voudrais que tout le monde soit vraiment d'accord. C'est pour moi un programme transpartisan, du Front National jusqu'à l'extrême gauche. Tout le monde devrait être d'accord
d'assurer le pain quotidien de la France et des Français. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Certains ont d'autres priorités. Alors donc moi, mon sujet, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la feuille de route? Je vais m'arrêter là quand je vous l'aurai décrite. Il faut, pour retrouver le niveau de l'Espagne en PIB industriel, 15%, donc 5 points de PIB en plus, industriel, il faut que nous ayons relocalisé 50 milliards de chiffre d'affaires sur le sol français. Vous voyez ce que ça représente? Vous voyez vos chiffres d'affaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la compte? Donc ça ne marchera pas avec des investissements de France 2030. Ça marchera parce que tout le monde le fera. Et que ça repose et sur le système financier, et sur la classe entrepreneuriale, et sur les consommateurs, et sur la commande publique, et sur les investissements publics, et sur le système bancaire qui doit participer à l'investissement privé également. Ça veut dire qu'il faut investir, je vous donne le chiffre, 30, ce qui n'est pas beaucoup. Hein. On investit aujourd'hui en France 90 milliards par an de renouvellement ou d'investissement de capacité. Ça, c'est le chiffre macro. Il faut augmenter de 30 milliards par an sur 10 ans, 300 milliards. On a les ressources. C'est l'assurance vie, qui est... Qu'est-ce que c'est l'assurance vie? C'est l'épargne des Français, qui est défiscalisée, donc qui est soutenue par l'État, mais qui ne s'investit pas en France. On n'a pas tout à fait les ressources. On a quand même aussi un surendettement. Non mais attendez, on a les ressources disponibles. Pourquoi? Parce que nous avons... L'endettement, c'est des ressources futures, et si on travaille, on remboursera nos dettes. Si on ne travaille pas, on va tomber. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler, mais il faut financer l'outil de travail futur. Donc pour ça, on a besoin, non pas de dette, vous savez, c'est comme le cholestérol, la dette. La dette pour financer la dépense courante, mauvais cholestérol. La dette pour investir, très bon cholestérol, parce qu'il produit des anticorps. Celui-là, il est très bon, il permet d'avoir des revenus futurs dont nous avons besoin. Donc 30 milliards par an, c'est 5% de l'assurance vie. Aujourd'hui, vous demandez à Allianz, ils sont là... l'affaire, Abeille, tous les collecteurs, vous leur dites, au lieu de mettre votre pognon, le pognon de vos adhérents que vous collectez aux États-Unis sur les marchés, les mettre en Allemagne sur les obligations de Singapour ou allemandes, ben vous allez faire une chose, on va distraire une partie et vous allez le confier à des fonds de gestion privée. Il est hors de question de confier ça à des polytechniciens ou des énarques, ça ne marchera pas, mais des gestionnaires avisés qui auront l'obligation d'investir dans le non-coté. Et vous verrez qu'on va repartir. Alors, j'ai téléphoné à M. Lombard. On a un banquier à l'Élysée. Oui, on en a un à l'Élysée, mais on en a aussi à Bercy. J'ai dit, il faut que, tu lâches sur les PGE parce que ça ne va pas du tout. C'est une boucherie sur le terrain. Et c'était pas très compliqué. Quand vous permettez à une entreprise, parce qu'elle n'a pas le choix d'emprunter 25% de son chiffre d'affaires, elle a 4 plus 1 an, 5 ans pour rembourser, ça fait 5% par an. 5% par an, c'est la moyenne de la rentabilité des PME en France. Donc on a compris qu'avec une montée du prix de l'électricité, une petite chute de morale des consommateurs, eh ben on est au tapis. Voilà, ben, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que les présidents de tribunaux de commerce aujourd'hui disent c'est en train d'exploser. Je crois que le tribunal de Manosque, ils étaient à 70 affaires par an, ils sont à 400. Ce matin, j'étais avec le président du tribunal de commerce de Paris, il dit c'est 14% d'augmentation. Les mandats ad hoc, c'est 20%. Bon, je leur dis, alors je lui ai téléphoné, j'ai dit il faut débloquer ça. Il faut l'étaler sur 10 ans. Les Américains, ils ont fait des prêts garantis d'État sur 30 ans. C'est des quasi-fonds propres. Donc en fait, ils sont remboursables quand la dette ne vaut plus rien. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on aurait dû faire parce qu'on manque de fonds propres dans nos entreprises et PME. Et donc ça, c'est la première mesure. Et puis deuxième, c'est qu'il faut utiliser en fonds souverains l'outil de réindustrialisation qu'est l'épargne des Français. Et réformer les banques, puisque les banques, il n'y a pas de banque sur les projets. Les banques, elles financent ce qui marche. Mais quand vous avez besoin d'une banque, bah, appelez votre grand-mère, quoi. Voilà, c'est ça le problème d'aujourd'hui. Les entrepreneurs qui ont des projets, ils font des tontines. Ce que je fais, moi, ce qu'on fait, on lève de l'argent, les family office, on lève de l'argent, et les fonds arrivent quand on n'a plus besoin d'eux. Et les banques, bah, elles ont peur. Mais peur de quoi? Nous, on prend le risque. Pourquoi les banques ne partageraient pas une partie du risque? Donc ça suppose de modifier les règles de gestion du risque, de prudentialité à l'intérieur du bilan des banques. Ça suppose une petite réforme incitant l'investissement auprès des PME. Et ça, c'est des choses qui sont accessibles, même à un Parlement qui n'a pas de majorité. C'est-à-dire le Parlement que nous avons aujourd'hui, qui n'en est pas un.
C'est une petite tendance quand même. On voit que ces fonds-là apparaissent, que maintenant, quand vous êtes simple citoyen, on vous demande où vous voulez investir, dans quelle filière, sur votre territoire. C'est même un argument, c'est devenu un argument de marketing. Donc on sent qu'il y a ce souffle. Encore une fois, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que c'est cette étincelle dans l'investissement? Ok, mais on pourrait aller plus loin. Est-ce que c'est pas ça, un manquer de courage quelque part? Alors je ne parle pas forcément des entreprises, mais peut-être simplement de tous les citoyens. Et ça rejoint la première idée où voilà, le déficit de la balance commerciale exprime bien notre état d'esprit. On voudrait être souverain, mais on boit du Coca-Cola. Oui, enfin, on ne va pas taper sur le buveur de Coca-Cola, ne serait-ce que parce que l'usine est dans l'Essonne. Il y en a, oui. Vous voyez, pour moi, je ne vais pas culpabiliser le consommateur. On n'a pas de leadership sur le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les décisions qui auraient dû être prises il y a 10 ans, moi j'ai fait 34 plans industriels quand j'étais au gouvernement. C'est intéressant parce que dans ces plans, d'ailleurs qui ont été malheureusement abandonnés par mon successeur, qui est M. Macron. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur ces plans? Ces plans, d'abord, ce n'étaient pas les plans du gouvernement. Ce n'est pas des plans gaulo-pompidoliens où l'administration décide seule et puis après, la société exécute. C'était des plans qui avaient été montés par les entreprises leaders dans leur secteur. Le cloud souverain, le véhicule à 2 litres avec Renault et Peugeot. Si on avait mis en œuvre ce projet-là, je pense que la situation de l'automobile ne serait pas la même. C'est un plan sur lequel j'avais quand même convaincu Carlos Ghosn à l'époque et le patron de Peugeot de faire la R&D que nous aurions, nous, État, financé à ce moment-là. Ce véhicule à 2 litres devait sortir sur la R&D qui était faite pour les moteurs économisants. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est entre 5 et 6 litres et que l'essence ou le diesel est à 2 euros. Donc vous avez des gens qui sont obligés d'aller au travail ou de vivre en se déplaçant, en mettant de l'essence à 2 euros. Donc évidemment, diminuer par 3, 2,5 la consommation d'essence pour un grand nombre de gens dans ce pays, sans les obliger à passer sous les fourches codines des prix délirants des véhicules électriques, c'était une mesure à la fois populaire, mais c'était surtout un marché extraordinaire. Et avec déjà une industrie qui fonctionnait pas trop mal en France à cette époque-là. Disons qu'on avait 1 million de véhicules fabriqués en France à l'époque. Et à l'époque, Renault relocalisait. Bon, donc nous avons... alors ça, c'est un projet, tout le monde était d'accord, et c'était Peugeot-Renault qui allait le faire. Et donc et nous allions évidemment soutenir par la réglementation, les décisions de l'État. C'était une alliance publique-privée, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, c'était abandonné. La batterie française, c'était à l'époque, on avait, moi je disais, aux pionniers de l'électricité des véhicules électriques qui étaient Renault, je disais, écoutez, désolé, mais il nous faut une batterie française, vous allez les acheter. À l'époque, c'était la Corée et le Japon. Et le patron de Renault disait, je ne veux pas de batterie ni d'usine en France, on les achètera là-bas. Je dis, je ne suis pas d'accord, on va les faire en France. Et donc, nous sommes allés voir le CEA l'ITEN à Grenoble, où vous avez tous les chercheurs, les meilleurs chercheurs sur le sujet. Il nous manquait 5-6 briques sur la totalité, on était capable de la faire et on pouvait la financer. On avait les ressources. Bon, c'est un plan qui a été abandonné. Qu'est-ce qu'on a préféré faire? Subventionner à coups de milliards, pas de centaines de millions, des gigafactories sur des brevets chinois qui peuvent repartir comme ils veulent, parce que de toute façon, ils détiennent les brevets et c'est eux qui décident de venir ou de ne pas venir. Et les spécialistes du secteur sur les gigafactories et les batteries de véhicules électriques nous disent tous, on va être certainement en Europe en surcapacitaire. Donc on sait que 50% des gigafactories qui sont programmées et subventionnées par l'Allemagne, la France, l'Europe du Nord, il y en a la moitié qui vont prendre un billet d'avion retour à l'envoyeur. Donc nous sommes dépendants parce que nous n'avons pas voulu faire le travail qui consiste à dire on va faire comme à l'époque du spatial, du Concorde, d'Ariane, de l'aérospatial et du plan calcul, on va se mettre à utiliser notre science pour notre profit industriel. Bon, c'était ça la planification publique-privée. Bon, ça a été abandonné, on a fait la Startup Nation, puis maintenant, les Startup Nation, celles qui marchent, elles sont rachetées par les Américains, les Allemands ou les Chinois, c'est-à-dire les pays prédateurs, et les autres, elles sont au tribunal de commerce. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent qu'on aurait pu faire en finançant pièce après pièce? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un leader
pour moi, il n'est pas forcément politique, mais enfin, il a une autorisation du politique pour dire, voilà, on va faire ça. Donc on prend la balance commerciale, voilà ce qui manque, les instruments de levage. On en importe 4 milliards par an. On avait des super boîtes qui fabriquaient des grues dans notre pays. On les a laissés mourir. Les Allemands, pendant la crise de 2008-2009, eux, ils payaient les ouvriers à repeindre les usines, ils n'avaient pas de boulot. Et ils ont inventé le chômage technique. C'était le quoi qu'il en coûte avant le quoi qu'il en coûte. Eh bien, ils ont gardé leurs outils de travail. Nous, on a tout fermé. Je me souviens, il y avait l'entreprise Potin en Saône-et-Loire. À l'époque, j'étais président du département. Le patron me dit, écoutez, moi, j'ai pas de commande, je ferme. Mon actionnaire me dit, c'est fini. Je suis allé voir le préfet, le gouvernement. Je leur ai dit, s'il vous plaît, payez les gens à rien faire. Jamais, c'est trop cher, au revoir. Bon, très bien, maintenant, on apporte les grues. C'est assez simple. Hein. Quand une usine part, il est très difficile de la faire. C'est comme les arbres quand ils tombent après la tempête. C'est très difficile de les faire repousser. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire repousser. Ça va prendre 10 ans. Ça va prendre 300 milliards. Mais il y a les ressources dans ce pays. Il y a tout ce qu'il faut. La science, le génie français est quand même créatif. Et puis, une classe entrepreneuriale qui remue un peu, qui est présente. Je vois dans toutes ces assemblées, elles sont toujours pleines, il y a toujours de la discussion, il y a de l'inventivité et il y a le goût du, Monsieur le Président, risque. Voilà. Alors justement, on va parler de cette réussite par les PME, les ETI et les territoires pour faire des petites unités qui, mises bout à bout, pourront faire remonter, pourront être responsables de la remontada de notre économie. Pierre Hippolito, alors vous êtes un convaincu. Je pense que vous avez compris, apprécié. Oui, on a quand même beaucoup de points communs avec M. Montebourg. Tout d'abord, je voudrais commencer par rappeler pourquoi en fait, nous avons des entrepreneurs en France. Entreprendre, c'est avant tout la recherche de la liberté. L'homme le plus libre en France, c'est l'entrepreneur. C'est lui qui assume ses risques, c'est lui qui assume ses responsabilités, c'est lui qui assume ses succès. C'est lui qui assume les difficultés au quotidien. Il est libre de tout ça parce qu'il est prêt à assumer toutes ces responsabilités-là. Aujourd'hui, le fait d'assumer, c'est le fait d'être libre. Et je considère que cette liberté, plus elle est totale, plus on est en capacité d'être courageux. Parce que être courageux, au final, c'est potentiellement être prêt à tout perdre, prêt à perdre, à prendre des risques, ne pas être attaché aux choses. Plus on est attaché à quelque chose, que ce soit de l'argent, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'ego, on a du mal à être courageux. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a une problématique en France avec des non-décisions qui sont prises par ceux qui nous gouvernent, parce qu'ils ont trop à perdre. Et donc l'entrepreneur, lui, il est prêt à tout perdre quand il se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Il ne se pose pas la question en disant je me lance, mais je me mets 3 filets de sécurité. L'entrepreneur qui fait ça, il n'arrive même pas à la chambre de commerce pour enregistrer sa société. Donc clairement, aujourd'hui, l'entrepreneur qui se lance, c'est un entrepreneur qui va chercher cette liberté, quitte à prendre tous les risques, et il est prêt à les assumer, ces risques-là. Au-delà de ça, il faut aussi beaucoup de courage, parce qu'on a bien vu que le contexte économique n'est pas favorable. On a des politiques publiques qui ne sont pas forcément favorables, notamment dans l'industrie. Mais au quotidien, un entrepreneur lâche jamais rien. Il est forcément courageux, parce qu'on affronte de plus en plus de contraintes administratives, on se bat, on essaye de limiter la casse. L'entrepreneur français, je pense qu'il est très résilient. Celui des Alpes-Maritimes, en tout cas, c'est le plus résilient de France, bien évidemment. Mais il est résilient, pourquoi ? Parce qu'il a toujours eu un contexte qui était plutôt défavorable. Et donc, même quand il y a une situation difficile, une baisse de la demande, il va essayer de se retourner la manche pour essayer de prolonger la durée de vie de son entreprise de 6 mois, 12 mois, 18 mois. Après, au bout d'un moment, si l'État et le préfet ne peut pas accompagner, on est obligé de fermer la porte. Mais l'avantage, c'est que notre résilience nous permet de gagner du temps. Et il faut pouvoir mettre à contribution et mettre en perspective ce gain de temps grâce au succès de nos entrepreneurs. Et malheureusement, on a peut-être les meilleurs entrepreneurs au monde. Le génie français, je rejoins ce qu'a dit M. Montebourg, on l'a clairement. Mais pour autant, si on le pousse à bout et qu'on n'en profite pas, on va juste l'éteindre. Et cette flamme qu'il ne faut pas qu'on perde, c'est l'espérance. Un entrepreneur, il est prêt à prendre tous les risques s'il y a un peu d'espoir, s'il voit un rêve, s'il est prêt à voir grand. C'est ça qui est important. Et malheureusement, depuis maintenant quelques années, on est en train d'éteindre toute espérance en France. Il n'y a aucune lumière au bout d'un tunnel. Avant, on disait, en 2008, on voyait la lumière en 2009, en 2010. Après le Covid, on se disait, on va voir la lumière. À un moment, la maladie va s'arrêter, on va trouver des traitements. Aujourd'hui, un entrepreneur, malheureusement, il n'y a pas de lumière. Il y a des élections municipales qui vont nous contrarier
dans le monde économique. On a des élections présidentielles où on est dans un flou total. On n'a pas de gouvernement et on a un Parlement qui est complètement gelé. Donc les lumières, elles sont très faibles. Et donc c'est compliqué d'aller investir sur 3, 5, 10, 15 ans parce que quand on parle d'industrie, même quand on a la demande, il faut être prêt à miser sur 10, 15 ans d'investissement. On crée une usine de chips que si on croit dans 15 ans pour la rentabiliser, même s'il y a le marché, même s'il y a la demande. Et donc pour permettre à ces entrepreneurs de se lancer sur cette visibilité à 15 ans, il faut qu'il y ait cet espoir de se dire je crois en mon pays, je crois en l'économie de mon pays, je crois à la politique économique de notre pays et pour ça il nous faut de l'espérance et on a besoin de signaux positifs et force est de constater c'est qu'aujourd'hui on fait de la communication, on ne fait pas de fond, on n'a plus de stratégie économique, il n'y en a aucune. Franchement, il faut être brillantissime pour la comprendre. Alors je pense qu'à Bercy, peut-être qu'il y en a qui doivent la comprendre, mais je ne suis pas certain qu'ici on ait le niveau et c'est pas grave parce qu'on a d'autres qualités. Et en tout cas, cette stratégie économique doit nous permettre d'avoir cette espérance à 15 ans. Et si on veut pouvoir investir dans des usines, dans de la projection et avoir une stratégie de se dire les filières d'exception où on a une consommation en France et donc on a une demande en France, sont celles-là, 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 on aura des entrepreneurs qui se lanceront dans la campagne. Aujourd'hui, on n'a que des vautours qui vont venir d'autres pays pour aller prendre pendant 1 ou 2 ans les subventions nécessaires. Et au bout de 2 ans, on se rend compte que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de retombée économique pour le pays. Donc, on rechange de stratégie. Aujourd'hui, il nous faut un cap clair. Il nous faut des stratégies sur 10, 15, 20 ans. Il nous faut un plan de relance réel et sérieux, un vrai plan qui soit assumé, courageux et loin des effets d'annonce qu'on peut trouver chez les influenceurs. Alors, qui va porter ce plan? Est-ce que c'est un plan stratégique qui s'envisage à l'échelle du pays et à l'échelle politique? Est-ce que c'est un plan stratégique porté par les entreprises sur le territoire? Parce que là encore, je pense que tout le monde est d'accord, mais qui va porter cette vision et qui va la faire perdurer? Alors, je crois encore à nos territoires, puisque entre nous, on gagne en solidarité, on en parlait tout à l'heure, mais on est un territoire solidaire, de plus en plus solidaire, parce que dans la difficulté, l'entrepreneur s'ouvre aux autres entrepreneurs. Quand tout va bien, il se concentre sur son entreprise, sa rentabilité, sa croissance, il a besoin de personne. Quand il est dans le dur, il est obligé d'aller regarder à droite, à gauche, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher cette solidarité. Aujourd'hui, dans les Alpes-Maritimes, on commence à voir cette solidarité qui commence à réémerger, comme dans les années 70 ou 80, où les choses étaient structurées, où les choses étaient solidaires, où aujourd'hui on acceptait de s'entraider et on se félicitait pas des augmentations de procédures dans nos tribunaux de commerce. D'ailleurs, je salue les présidents de tribunaux de commerce en haut qui nous ont rejoints, qui pourront confirmer les difficultés de nos entreprises. Et puis Madame le sénateur qui fait partie des rares sénateurs qui mouillent le maillot sur le fond et notamment sur le logement. Merci ma chère Dominique. Et au-delà de ces sujets-là, je pense que cette solidarité elle est en train de reprendre. Et donc dans les territoires, nous on peut travailler de façon très micro sur des écosystèmes. Donc on va pouvoir être résilient, on va pouvoir exister, on va pouvoir survivre. Il n'y a pas de problème. On survivra à toutes les crises, nous entrepreneurs. Nous, dans les Alpes-Maritimes, on survivra à tout. Mais la difficulté, c'est qu'on voudrait autre chose que de la survie et pouvoir vivre aussi. Et pour pouvoir vivre, il faut aussi un cap national. Et c'est là où on a besoin d'un État, c'est là où on a besoin d'un gouvernement, c'est là où on a besoin d'une politique économique qui nous aide à avoir un terreau fertile. Nous avons des graines qui ont été semées, qui ont été plantées, mais s'il n'y a pas de terreau, il n'y a pas d'eau, ça va prendre beaucoup de temps. On y arrivera, mais ça prendra beaucoup de temps. Nous, ce qu'on a besoin, c'est que le gouvernement nous arrose d'un peu d'eau et qu'on puisse avoir un terreau fertile avec une vision stratégique à long terme et des friches qui nous permettent de faire grandir nos arbres. Alors, on va demander à un spécialiste. Oui, vous pouvez applaudir Pierre. Monsieur Montebourg, d'après vous, cette vision à long terme, quand on voit ce qui se passe, pour aller au-delà de la simple communication, de l'effet de manche d'un ministre sur une période donnée, est-ce qu'on peut aujourd'hui, en France, espérer qu'une vision à long terme puisse être portée par un gouvernement? On a un problème, c'est qu'on a un système politique qui est quand même détruit, là. Excusez-moi, vous n'avez pas de majorité, donc vous n'avez pas d'orientation. Vous avez un gouvernement qui est immobile. D'ailleurs, pourquoi il y a toutes ces commissions d'enquête? Parce que les parlementaires ne votent plus de loi, il n'y a plus. Bon. Vous avez un système juridique qui a pris le pas sur, juridictionnel, qui a pris beaucoup de pouvoir et qui règle les problèmes à la place du politique. Donc vous avez des décisions qui sortent et qui déstabilisent, j'allais dire, l'intérêt national. Vous avez un système administratif, c'est-à-dire la haute fonction publique, qui, comme la politique est détruite, a pris le pouvoir, donc décide.
Donc vous ne connaissez pas les gens qui décident, mais c'est eux qui décident. Voilà. Conséquence, vous avez une inflation de règles en tout genre que personne ne contrôle et ne maîtrise. Et puis je ne vous parle pas de la situation, j'allais dire européenne, parce qu'il faut quand même qu'on en dise un mot. On n'a pas de système politique national en état de marche aujourd'hui, donc c'est très difficile de demander un leadership. On ne l'a pas. Donc on devrait avoir des élections pour régler ça normalement. Je pense que si on avait eu un général de Gaulle, il aurait tranché la situation pour qu'on retourne aux élections et qu'on accepte le verdict populaire à partir duquel on pouvait construire. Là, il n'y a pas. Donc c'est, j'allais dire, l'annulation des forces. Alors donc, sur le plan européen, nous sommes attaqués par les États-Unis et attaqués par les Chinois. Les Américains, nous sommes une sorte de colonie numérique des États-Unis d'Amérique depuis maintenant longtemps. Pourquoi? Par lâcheté, c'est-à-dire que la question du courage, c'est qu'à un moment, il fallait les bloquer. On peut encore le faire, mais c'est toujours plus cher. Plus on attend, plus on paye le prix de la lâcheté antérieure, et plus la quantité de courage à mettre sur la table est énorme. Bon, il faudra pourtant le faire. Le rapport Draghi dit absolument les choses, un rapport brillant. Il dit voilà, le système numérique américain pompe 30% de la valeur des entreprises européennes. Donc, la valeur des entreprises industrielles américaines n'est pas meilleure que celle de l'Europe, mais c'est la tech qui pompe. Donc nous, on perd 30% de valeur, on alimente la bulle économique et financière de l'autre côté de l'Atlantique, et notre épargne qui cherche de la valeur file aux États-Unis. Alors c'est intéressant parce que quand on discute avec le ministre de l'économie, j'ai eu cette chance, il m'a pris au téléphone, c'est le privilège du club des ex. Je lui ai dit, l'argent fout le camp aux États-Unis, il faut le ramener en Europe, donc il faut le bloquer. Et il m'a dit, oui, les chiffres sont catastrophiques. Donc on sait très bien que nous alimentons la puissance financière américaine qui elle-même revient en France et en Europe pour faire son shopping et nous prendre nos dernières industries, nos pépites. Bon, alors, on n'a pas voulu les bloquer, mais nous sommes en situation d'extrême dépendance et pourtant il va falloir le faire. Du côté chinois, à cause de la bataille, que fait Trump? Disons un mot de Trump quand même. Devant les entrepreneurs, on peut discuter de ces questions quand même, c'est pas tabou. Trump, il fait une chose assez simple. Il dit, moi j'ai deux déficits jumeaux. Comme nous d'ailleurs, la France est les deux seuls pays du monde occidental à avoir les déficits jumeaux. D'ailleurs, c'est les deux seuls pays depuis 30 ans, la France et les États-Unis, qui dans les enquêtes refusent la mondialisation contrairement aux autres. C'est très intéressant parce que nous avons des similitudes de structuration économique. Donc, déficit jumeau, j'ai un déficit extérieur énorme, je le finance par la dette et je fais tourner par le dollar, comme nous avec l'euro. Bon, très bien. Donc, deux déficits, donc qu'est-ce qu'il dit? Il faut que je règle mon problème de déficit extérieur. Et donc, comme nous d'ailleurs. Et il le fait comment? Il dit, je ne vais pas taxer les Américains, je ne peux plus, donc je vais taxer les autres. C'est assez simple. À la limite, il nous faudrait la même chose en Europe. C'est-à-dire qu'il y a exactement la même force. Là, c'est du courage. Parce que vu ce que pense l'Europe, il y a un penseur américain qui était d'ailleurs républicain, qui s'appelait Robert Kagan, qui a écrit un livre il y a 15-20 ans, qui s'appelait « La puissance et la faiblesse ». Alors il disait, nous, les Américains, nous sommes la puissance, nous sommes inspirés par le dieu Mars. Alors vous, les Européens, vous êtes inspirés par Vénus, la déesse de l'amour. Vous aimez tout le monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous discutez avec Mme Lagarde, avec Mme van der Leyen, qu'est-ce qu'ils disent? Elles disent, écoutez, nous, on essaie de donner l'exemple de l'ouverture d'esprit aux autres. Donc, on leur demande de faire comme nous. Mais les autres, ils se referment à triple tour. Et donc, nous sommes les dindons de la farce et nous sommes pris en tenaille. C'est ce qui se passe avec le report des productions industrielles chinoises qui vont venir se déverser en Europe. Et attention à ce qui se passe dans l'automobile. Vous n'avez pas beaucoup d'industrie automobile ici. Je peux vous dire, dans ma région, en Normandie, dans le Grand Est, ça va être un carnage. Ça a commencé en Allemagne. Volkswagen a fait signer au syndicat IG Metall, qui ont signé sans barguigner, un plan de licenciement Volkswagen de 35 000 licenciements. Vous imaginez si ça existe en France, ça? 35 000 licenciements. Et ils ont dit, et vous avez de la chance, parce que normalement, c'est 65 000. Voilà. Donc, ils ont accepté de le faire pour rétablir la situation dans laquelle ils se trouvent, puisqu'ils ont perdu les marchés chinois et que maintenant,
ils vont perdre les marchés allemands, les marchés français. Donc l'arrivée de BYD, etc., comme ça, qui arrive avec le sourire, les publicités sur BFM, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux vous dire, nous avons, nous, des entreprises dans le nucléaire qui sont diversifiées dans l'automobile, dans la défense, etc. Et on voit que la partie du chiffre d'affaires automobile est en train de rétrécir au lavage à toute vitesse. Donc, c'est la fin de l'automobile. Et en France, c'est 1,5 million d'emplois, c'est des territoires et des symboles considérables de l'histoire industrielle nationale. Donc, c'est très simple. Soit l'Europe, elle prend des mesures à la Trump, 350% sur les véhicules chinois, soit ce sera la rébellion nationaliste contre l'Union européenne. C'est ça qui est politiquement, c'est ça qui va se passer. Et dans les 2 ans à venir, puisque l'arrivée des véhicules électriques chinois qui cassent les prix, vous entendez les prix, hein. Ils sont à 15 000 balles, 12 000 balles. Quand vous achetez un véhicule européen, hein, ce n'est pas seulement Renault, Peugeot, vous voyez le prix, la différence. Donc c'est ça qui arrive. Donc nous avons à nous organiser pour prendre des mesures homothétiques de réciprocité face à des États qui ont décidé, des États continents, des empires, qui ont décidé de nous affaiblir et de nous prendre notre industrie. Donc par la tech, nous sommes dévorés à l'ouest, et par les biens de consommation de masse, nous sommes dévorés à l'est. Qu'est-ce qui restera de nos territoires, Monsieur le Président? Donc vous voyez que le problème, ce n'est pas seulement la France, c'est aussi les conditions dans lesquelles la France laisse faire l'Europe ou laisse ne rien faire en Europe. Et donc là, on a un petit sujet de redressement politique, et donc de redéfinition de notre rapport à l'Union européenne. Et désolé, et là, ça va être un petit peu difficile, parce que nous sommes, j'allais dire, tellement imprégnés de l'idée que l'Union ferait la force. Pour moi, l'Union européenne fait notre faiblesse, puisque nous sommes enserrés dans un système qui nous met à la merci d'adversaires sans jamais nous protéger, nous défendre. Je réclame depuis des années moins de pression intérieure de l'Union européenne qui emmerde les fabricants de fromage de chèvre, parce que 60% des lois dont vous vous plaignez, dont nous nous plaignons sur les normes, elles viennent de l'Union européenne. Hein. Elles sont faites en chambre, de façon d'ailleurs non démocratique, puisque c'est le trilogue. Alors le trilogue, c'est un mot spécial, hein, c'est les 3 pôles, le Parlement, le Conseil et la Commission. Et ils discutent entre eux, ils font la tambouille, ils font la tchoutchouka. Et la tchoutchouka, après, ils la font manger aux Européens. C'est la tchoutchouka, oui, oui. Alors donc là, la tchoutchouka, moi, j'en veux plus. Je suis maintenant définitivement opposé à l'intégration juridico-politique de l'Union européenne. On peut avoir une Europe très forte sans qu'il y ait une fabrique à jet continu de règles avec 5 cours suprêmes sur le dos qui appliquent le droit européen tous les jours. Donc finalement, nous ne pouvons plus décider. Or, le sujet qui va se passer sur les impérities européennes, c'est est-ce que nous allons décider de décider? Ça, c'est le sujet pour le leadership à venir, dans les 2 ans à venir. Voilà. S'il n'y a pas de vision stratégique au niveau national, s'il n'y en a pas au niveau c'est la européen... Et j'ai dit des bêtises? Pas du tout. Merci, madame. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait, Pierre? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, Qu'est-ce qu'on fait, madame la sénatrice? Ça fait plaisir de vous revoir. Alors déjà, nous, on a une chance unique, c'est que même si on se fait manger à l'est et à l'ouest, on a un aéroport international qui attire ceux qui nous mangent. Donc on arrive à en récupérer quand même quelques miettes. Mis à part le tourisme qui est un vrai succès sur notre territoire et qui du coup est un élément et un matelas de sécurité important pour notre économie, je pense que moi je crois au travail et je pense que les entrepreneurs croient tous en travail puisque c'est une valeur cardinale quand on entreprend. Et cette valeur travail, il va falloir un moment que, avec courage, par le travail, on arrive à réinstaurer un cycle dynamique et vertueux. Clairement, je pense que expliquer aux gens qu'en travaillant 35 heures, 32 heures ou 30 heures, on va réussir à produire assez pour pouvoir conserver notre modèle social, ça s'appelle de la démagogie. C'est clair. Donc moi, je milite et je sais qu'on est nombreux entrepreneurs du territoire à penser la même chose. C'est qu'aujourd'hui, on doit faire des choix forts, des choix courageux pour revaloriser le travail et permettre aux entreprises de produire plus avec une capacité humaine limitée.
Parce que remettre les gens au travail, ça prend du temps, c'est une éducation, ça demande de la formation et des années, voire des décennies pour remettre les gens. La culture travail dans notre société va prendre des années à être remise en place. Donc en attendant, comment on arrive à produire plus avec le même nombre de personnes? C'est assez mathématique, on travaille plus. Donc il faut que certains élus portent le sujet des 39 heures, des 40 heures, pendant au moins un temps pour qu'on puisse reproduire plus, réindustrialiser. Il faut aussi qu'on puisse revoir notre modèle social parce qu'on ne peut pas faire supporter au travail et aux travailleurs 100% de notre modèle social. C'est plus tenable. C'est plus tenable. Donc ces sujets-là, à mon avis, sont fondamentaux et il va falloir avoir des axes de courage pour les traiter à un moment ou à un autre. Il y a quand même quelques succès. Vous avez évoqué le financement où on a notre épargne des Français qui est utilisée pour investir aux États-Unis. Ça paraît complètement aberrant, mais c'est une réalité et c'est des centaines de milliards d'euros. Entre guillemets, après, pourquoi? Parce que ça veut dire que les entreprises américaines ou chinoises sont plus rentables, reversent plus de dividendes à ceux qui ont placé l'argent. Bon, c'est assez mathématique, c'est compliqué d'aller expliquer à une entreprise qu'il ne faut pas qu'elle investisse à tel endroit parce qu'elle gagnera plus d'argent. Donc, un exemple très clair de ce qu'on a pu faire sur le territoire, c'est à l'échelle d'un petit territoire, mais on a accompagné la création d'un fonds d'investissement territorial financé par le territoire, pour le territoire, le fonds Boost, qui finance les croissances externes des TPE-PME. Donc sur des petits tickets où tout l'écosystème local s'est fédéré pour aller lever 10 millions d'euros et pour accompagner les TPE de notre territoire. C'est un axe très fort, on n'a demandé rien à personne. Ça m'a été reproché d'ailleurs, il y en a encore à la région qui me font la tête parce que j'ai dit qu'on n'avait pas besoin des politiques pour être subventionné pour un fonds, mais c'est une réalité, c'est un fonds 100% privé, institutionnel, la Chambre de commerce a participé, les banques du territoire ont participé, les entreprises du territoire ont participé, et donc c'est un exemple clairement d'une chose qu'on peut faire à notre petite échelle pour ramener le financement local sur le local, et 100% de ce fonds est destiné aux TPE-PME des Alpes-Maritimes, un fonds local, par les locaux, pour les locaux, et ça, on a besoin de personne. Voilà une des solutions. On ne changera pas le monde comme ça, mais peut-être qu'on changera les Alpes-Maritimes. Alors, je vais féliciter le président parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, dans chaque département, je le défends moi-même au plan national quand on me donne la parole, devant les commissions d'enquête diverses et variées. Je leur dis, ça, c'est un axe très intéressant parce que d'abord, il manifeste l'unification des ressources locales et la solidarité. Pourquoi les Français ont plus de mal dans l'industrie qu'ailleurs? Les Allemands, ils intègrent. Les Italiens, ils n'intègrent pas, gardent des PME, mais ils travaillent ensemble. C'est des distriti familiaux, souvent. Et ça fonctionne. Nous, chacun pour sa tête. C'est une erreur. Donc c'est intéressant que les logiques de territoire réunifient tout ce monde-là. Alors, je voudrais peut-être rebondir sur la question de la valeur travail. Pour moi, ce n'est pas une valeur de droite ou de gauche, c'est une nécessité pour un pays qui a besoin d'assurer son pain quotidien, c'est-à-dire ses ressources. Et donc, aujourd'hui, avec la chute démographique, on va avoir des révisions déchirantes à faire. On avait encore un système de retraite qui pouvait fonctionner avec une dynamique démographique, mais on voit bien que là, avec la chute, qui d'ailleurs est mondiale, hein, la chute de la démographie est mondiale, mais en France, elle est maintenant sensible. Donc on n'assure plus le remplacement, donc on sait que la population française ne va pas croître comme on l'imaginait, puisqu'en 2030, on imaginait de passer devant l'Allemagne. Bon, je ne sais pas si on y arrivera, l'Allemagne descend très vite, l'Italie également, et la France peut-être à un moment ou à un autre croisera, mais nous allons avoir un problème. Donc c'est sûr que les salaires, les retraites sont indexées, mais les salaires ne le sont pas. Donc vous voyez les dynamiques à l'œuvre. C'est sûr que la fiscalité des retraités est plus favorable que la fiscalité des actifs. Ça ne marche pas, ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à un actif, moi je souscris tout à fait, dire bon ben voilà, 28% de ma feuille de paie part au système de retraite. Parce qu'on voit bien qu'on est de moins en moins nombreux à pouvoir l'assurer. Donc le sujet, c'est comment on recrée de l'activité pour être de plus en plus nombreux à travailler. Donc la question de l'attractivité du travail, le niveau des salaires, la réforme du système social, voilà, qui doit être incitatif au travail, est un sujet d'urgence nationale et transpartisan là aussi. Il faut faire travailler les partenaires sociaux, monsieur le président du MEDEF, sur ce sujet et discuter de la manière de faire. Et je pense que tout le monde on arrivera à un équilibre. Mais il faut ouvrir ce chantier-là. C'est un des chantiers courageux qu'il faut assumer
sur fond de chute démographique. C'est un point de vue personnel. Moi, je ne suis rien, je ne représente que moi-même. Non, mais on a vu ce qui s'est passé avec la réforme des retraites. Alors, Oui. c'est une méthode qui, certes, est raisonnable, mais on voit bien que toucher aux acquis sociaux en France est peut-être aussi un peu plus complexe qu'ailleurs. Alors, je vais vous dire, je pense qu'on n'a pas de système politique qui organise la discussion sérieuse et apaisée. On n'est pas plus idiot que les autres. Il ne faut pas se presser. On veut passer toujours en force, passer par derrière parce que devant, on ne veut pas. Bon, bah, il y a un moment, si vous voulez, la construction de la confiance, c'est sur le long terme. On a besoin d'unité dans notre pays. On a besoin d'unité. Donc il faut bien qu'on se mette autour de la table, puis qu'on trouve... Bien sûr que les intérêts ne sont pas les mêmes. D'accord. Moi, ma position, c'est pas de faire travailler les gens plus longtemps déjà, même si on peut faire un effort. Regardez, dans les moyennes européennes, on n'est pas, là pour le coup, la lanterne rouge. C'est de faire travailler tous ceux qui ne travaillent pas et qui devraient travailler. Donc c'est créer de l'activité, former les gens, donner des bons salaires. Et si on était, parce que les 30 milliards les 50 milliards de chiffre d'affaires dont je vous parlais, elles ont des traductions économiques et sociales. D'abord, il faut 22 000 hectares pour industrialiser le pays à ce niveau-là. Mais c'est 1 million d'emplois en plus. Avec 1 million d'emplois en plus, vous payez l'université, l'école, vous pouvez payer les profs, on devient aisé. Là, aujourd'hui, on est pauvre. On est en train de s'appauvrir. Donc, alerte sur la France, pas sur Malibu. Tout le monde en a bien conscience et pour autant, voilà, on voit ce que la réforme des retraites qui s'enlise et qui continue. Je crois qu'il y avait des décisions qui ont été prises cet après-midi. Il y a eu des décisions qui ont été annoncées par François Bayrou, mais nous n'avons pas écouté car nous étions aux entrepreneuriales. On voit vraiment la problématique. Une première. Je te laisse juste. Moi, je suis journaliste, je suis objectif, je ne dirai rien là-dessus. Pierre, toi, qu'est-ce que tu en penses sur justement ce volet ? Je crois que c'est vrai qu'on n'a pas une culture de la vérité, en fait. Les négociations avec les partenaires sociaux, des fois, se passent très très bien. La difficulté, c'est qu'on met les sujets les uns après les autres en silo. Je vous prends un exemple. Quand on parle de la revalorisation du chômage, on ne parle pas de la revalorisation du SMIC en même temps. Même dans le calendrier, ce n'est pas dans le même calendrier. Or, on pourrait très bien dire aux partenaires sociaux, écoutez, on veut revaloriser le travail, on n'a pas des moyens infinis, ben on dit on valorise plus le chômage, mais par contre l'argent qu'on aurait pu mettre dans le chômage, on le met dans le SMIC. Ça, c'est une négociation de bon sens. C'est une négociation qu'on fait, nous, dans nos entreprises, à notre échelle syndicale. Et au niveau français, il y a tellement un carcan administratif qui dit c'est de telle période à telle période, vous devez traiter ça de cette façon, qu'en fait, on fait de la politique sociale au sens non noble du terme. Et ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce qui a du sens, et il faut se mettre à la place de toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, dire qu'on va faire un effort sur le chômage, par contre on augmente le SMIC, dire qu'on va faire un effort sur les salaires, mais qu'on réduit un petit peu les prestations sociales pour donner du pouvoir d'achat aux travailleurs, pour les revaloriser, les remettre au travail. Bien évidemment, le SMIC est trop bas et qu'on ne peut pas vivre en France décemment avec le SMIC. Et comment on peut expliquer que le SMIC soit le même de partout en France? Comment on peut expliquer que les salaires des fonctionnaires soient les mêmes de partout en France? La fonction publique à Nice, à Paris ou dans le centre de la France, il n'y a pas le même coût de logement, il n'y a pas le même coût de la vie. Donc on peut aussi être pragmatique et se dire, adaptons les choses à nos territoires, adaptons les choses à l'environnement et mettons-nous à la place de l'autre pour dire qu'est-ce qui serait prêt à accepter dans une négociation. Et si on met ce prérequis-là, pour moi, les partenaires sociaux peuvent vraiment être innovants, vraiment proposer les choses en ayant comme objectif, vous avez comme objectif l'équilibre financier. Trouvez-moi une solution globale, pas que sur les retraites, pas que sur le salaire, pas que sur le chômage, sur tout ça, sur les prestations de santé également. Il faut tout mettre dans le panier et dire où c'est que vous voulez mettre le curseur, où on est prêt à faire des sacrifices et où on est prêt à faire un effort. Mais nous, on ne veut jamais faire de sacrifices et on veut faire des efforts partout parce que comme on prend les sujets les uns après les autres, on ne s'en sort pas parce qu'on est chaque fois dans un mur puisqu'il n'y a pas de sacrifice et il n'y a pas d'effort de l'autre côté. En cassant cette décentralisation, est-ce que ça ne sera pas aussi un nouvel apport de normes, de réglementations qui sont inhérents à chaque territoire? Alors on comprend bien la valeur ajoutée, mais est-ce que ça ne va pas encore compliquer les choses?
Alors, c'est vrai que la France, elle est 60. Je ne suis pas un expert, hein, donc vous m'excuserez, mais de ce que j'ai compris après 3 ans de mandature à l'UPE 06, c'est qu'à la fois on est centralisé, à la fois on est décentralisé. On n'a jamais vraiment tranché entre la décentralisation et la centralisation. À un moment, il faut être clair sur qu'est-ce qui dépend du central, qu'est-ce qui dépend du local. Et si le local, on dit que ça dépend du local, mais qu'il faut quand même vérifier avec la région, qu'il faut qu'il vérifie avec la France, qu'il faut qu'il vérifie avec l'Europe, on n'est rien décentralisé. Quand on dit qu'on décentralise, vous êtes responsable de vos décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous les assumez localement, et puis on assume. De l'autre côté, ce qui est centralisé, on dit bah, ça, c'est pas à vous de le gérer, c'est géré au niveau ministériel, au niveau du gouvernement, dont acte, on ne fait que passer les messages et on ne se concentre pas à essayer de changer les choses localement si on sait que c'est déterminé de façon très claire nationalement. Aujourd'hui, on ne sait plus qui prend des décisions. Pour un permis de construire, il y a 4, 5, 6 organisations qui traitent le sujet. À un moment, il y avait le maire qui était responsable, qui était jugé par ses électeurs au renouvellement. Il voulait attribuer le permis, il attribuait le permis. Il ne voulait pas attribuer le permis, il n'attribuait pas le permis. Il y avait des bons maires, il y avait des mauvais maires, il y en avait des maires qui prenaient des bonnes décisions, il y avait des maires qui prenaient des mauvaises décisions. Et la France a considéré qu'il fallait tout contrôler, parce qu'il faut toujours tout contrôler, même l'entreprise, il faut la contrôler. Bientôt, on nous dira, vous payez les gens à ce salaire-là, les conventions collectives, c'est plus des conventions collectives, c'est un droit du travail spécifique à chaque entreprise. On vous dit, ce salarié, vous mettez cette classe-là, vous le payez 1 753 €. Il fait 35 heures. Vous lui donnez 50% de tickets restaurant, c'est 7 €. Et puis, vous lui donnez un 13e mois. Et puis, vous lui donnez ça. Et puis, vous faites ça de cette façon. Et puis, il ne faut pas qu'il travaille en hauteur. Donc, vous le faites travailler de cette façon. Donc, au final, en fait, on n'est plus entrepreneur. On est fonctionnaire. On est fonctionnaire et on applique des normes sur le travail et on déresponsabilise l'entrepreneur, on déresponsabilise le travailleur et on ne crée pas de valeur. Donc il faut donner cette liberté d'entreprendre, cette liberté de pouvoir gérer son entreprise. À une époque, le président Sarkozy avait permis aux délégués syndicaux locaux de transgresser les accords de convention collective. C'était une super idée. Ça n'a jamais été appliqué parce que c'est hyper lourd à mettre en place, mais l'idée était bonne de dire votre cas particulier, et on peut encore le faire, hein, d'ailleurs, je prends l'exemple, vous avez votre convention, on peut faire des accords d'entreprise. D'ailleurs, moi, je suis en train de travailler sur ce sujet-là avec mes syndicats, de dire, les jours de carence, votre convention collective vous oblige des jours de carence, vous voulez moins ou vous en voulez plus, vous négociez avec vos syndicats locaux qui connaissent votre entreprise, qui connaissent vos problématiques, et vous pouvez faire des dérogations. Ça a du sens, ça donne de la valeur, et ça donne ça permet d'avoir des spécificités sur chaque entreprise, parce qu'on est tous différents, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur. L'entrepreneur, c'est le plus à même de pouvoir décider dans son entreprise, comme le maire est le plus à même à décider dans sa commune ce qui est bien ou pas bien pour ses habitants. Alors, si un jour nous voulons que Pierre Hippolito retrouve sa totale liberté d'entrepreneur en cédant sa place de président de l'UPE 06 à Franck Canata, ce qui ne saurait maintenant plus tarder, je vais vous demander de conclure, messieurs, c'était passionnant. Peut-être qu'est-ce que vous avez retenu comme bonne idée venant l'un de l'autre? Le fonds souverain niçois, très bonne, à répliquer ailleurs. Enfin, des Alpes-Maritimes, c'est ça, ou niçois, du 06. Le fonds 06, on va l'appeler. Voilà. Boost. Boost. Voilà, Boost. Et Pierre? Moi, je retiens qu'on a aujourd'hui tous les moyens, on a la demande interne et qu'il faut absolument que l'argent des Français soit utilisé sur le sol français. Et je ne peux que souscrire à cette réalité qui a été évoquée par M. Montebourg. Je vous demande d'applaudir M. Arnaud Montebourg et M. Pierre Hippolito, qui nous ont donné leur vision et qui croient tous deux en l'écosystème. Et voilà, il va falloir continuer à avancer. Et pour continuer à avancer, nous allons nous diriger avec le nouveau président de l'UPE 06, Franck Canata, vers la salle de cérémonie où sera officialisée cette nouvelle prise de présidence. Merci beaucoup.